Donc bonjour à tous. Donc même si Jean-Pierre a fait un peu un spoil sur mon talk, tant pis, je vais quand même le faire. Je pense que j'avais pas tout à fait le même parti pris, mais il y a des choses qui vont se rejoindre. Donc effectivement, je vais vous présenter donc la notion du généraliste, puisque moi je le vois vraiment comme un dégrippeur de rouage. L'idée, c'est l'interconnecteur entre l'ensemble des équipes, et du coup, ça peut être finalement un peu un orchestrateur pour le succès de vos projets. Donc pour ça, en fait, c'est un peu aussi le fruit un peu de mes 10 ans d'expérience maintenant, où finalement j'ai un peu joué ce rôle-là à divers titres. Juste déjà pour rapidement, donc déjà j'ai un profil on va dire, un peu atypique puisque je sors d'école de commerce, ce qu'on retrouve pas forcément beaucoup dans les services informatiques. J'ai fait donc 4-5 ans en SS2I, donc l'idée étant dans le cadre de pendant ces 5 années en fait d'alterner des missions de conseil et d'intégration, ce qui permet déjà de voir un premier enseignement qui est de dire on est capable de conseiller ce qu'on sait, ce qu'on a soit déjà implémenté ou ce que l'on sait implémentable, et à l'inverse, quand on a une expression de besoin, on peut dire voilà la bonne façon d'implémenter. Donc déjà une transversalité qui permet de fournir les bonnes réponses et d'avoir les bonnes questions pour faire avancer un projet. Ensuite, donc j'ai fait 8 ans maintenant chez un client final qui est JCDecaux, où je suis intervenu dans différentes équipes, dont notamment au tout début sur la partie intégration. La partie intégration, il s'agissait en fait de s'intercaler entre les équipes de développement et les équipes de production. Le but était de dire, on définit une architecture pour répondre à un certain projet, de s'assurer que les livrables des équipes de développement se déploient sur notre infrastructure et de fournir aux équipes de prod les conseils, les procédures, etc. pour exploiter cette production. Du coup, c'était un peu du DevOps avant l'heure, enfin en tout cas avant que ça soit mainstream. Et donc ça permet de voir, du coup, vraiment d'interconnecter l'ensemble des équipes, des différents départements, pour faire en sorte que le projet fonctionne et soit livré en temps et en heure. Aujourd'hui, en fait, donc on a une partie, donc nos sociétés sont fondées essentiellement sur la partie division du travail. Quand je commençais à réfléchir à ce sujet-là, je me suis rappelé donc mes cours d'économie, donc les révolutions industrielles et tout ce qui va avec. Sauf qu'en fait, on voit que ce sujet-là, il est abordé dès Platon dans La République, qui dit donc on fait plus et mieux et plus aisément lorsque chacun ne fait qu'une seule chose, celle à laquelle il est propre. Ce système, en fait, on le retrouve après, plus tard, dans le cadre de la révolution industrielle, avec donc Adam Smith qui va nous dire que sur la manufacture d'épingles, où en fait ils vont observer qu'en appliquant une division du travail, on obtient des meilleurs gains de productivité et que c'est efficace pour tout le monde. Donc, et plus récemment, je veux dire, l'aboutissement quelque part théorique de ce sujet-là, c'est donc Taylor et donc notamment donc au début du XXe siècle avec l'organisation scientifique du travail, où l'idée étant de diviser de façon horizontale le travail. Donc chaque employé réalise une tâche et est censé bien la réaliser. Et puis une division aussi verticale. Donc on a d'un côté l'école blanc et de l'autre côté l'école bleue. Et il faut que je respire un peu. Sauf que dans la vraie vie, en fait, tout ça, ça marche pas, ou pas très bien. Et donc là, je vais le présenter à travers 3 exemples. Le premier, aujourd'hui, le plus classique, c'est que les process ne sont pas suivis. Déjà, faut-il qu'ils existent et qu'ils soient identifiés. Donc la solution, souvent, c'est, surtout dans des grands groupes, quand on fait une demande qui peut paraître simple, ça va être le fait de rebondir d'un service à un autre en disant « ouais, mais pour faire ça, il me faut ça, donc contacter telle équipe, et ainsi de suite, et qui sait faire machin ». Donc du coup, ça avance pas. Du coup, c'est soit on arrive à trouver finalement la personne qui sait, qui est vraiment vu comme un sauveur, ou alors on attend que le sujet se résolve de lui-même, ce qui arrive assez rarement. Un autre point lié à la spécialisation du travail, c'est que finalement, chacun voit midi à sa porte. Chaque équipe, finalement, a ses propres objectifs, a sa propre logique, et donc ne tient pas forcément compte de ce qui se passe ailleurs. Chacun, finalement, va voir que son propre périmètre. J'ai eu des cas, typiquement, où on a mis en place une application de base de données. Les équipes fonctionnelles et techniques s'attendent à ce que ça fonctionne bien, comptent dessus en cas de problème sur l'infrastructure. Sauf qu'en fait, le DBA a constaté qu'il y avait des erreurs, et plutôt que de prévenir les équipes et d'essayer vraiment de régler le problème, a juste silencieusement ignoré les erreurs. Donc pour lui, la réplication fonctionnait à nouveau, même si du coup,
ma base n'était plus intègre. Donc pour lui, c'était tranquille, tout allait bien. Sauf que moi, d'un point de vue fonctionnel, je ne le savais pas. Et du coup, on arrive à des conflits d'objectifs, où du coup, chacun pense à des attentes, sauf qu'en fait, les autres n'y répondent pas de la bonne façon. Ce problème aussi également de chacun voit midi à sa porte, c'est souvent aggravé dans un cadre de prestation. Vous avez des éléments contractuels qui vont dire, bah tiens, moi je me suis engagé à faire telle tâche dans tel cadre, et du coup, bah, si on sort un peu du cadre, ça commence un peu à choper entre les personnes. Un autre cas, lié notamment à la spécialisation du travail, c'est que finalement les spécialistes ne sont pas forcément au niveau. On peut se retrouver, donc effectivement on a une organisation qui est ultra spécialisée, mais pour autant, les personnes en son sein, il n'y a aucun niveau finalement qui est garanti. Donc vous attendez à avoir un super spécialiste, parce qu'on vous l'a vendu comme tel, sauf qu'en fait c'est pas vrai. Donc typiquement, j'ai eu des cas où je considère, enfin j'ai mettons un serveur web qui est en vrac, en tout cas auquel je peux plus accéder. J'ai contacté l'équipe réseau, je vais faire écouter, voilà, donc ce serveur web est indisponible. Est-ce que vous pouvez regarder? Le gars de l'équipe réseau un peu débutant, ou en tout cas non spécialiste, va me dire maintenant je comprends pas, moi il ping, pour moi j'ai pas de problème quoi. Sauf qu'à la limite, mon point il est pas là. Je sais que le serveur à la limite est dispo, c'est juste que j'accède pas sur le port 80, donc tu peux le pinguer autant que tu veux, ça ne me sert à rien. Et il a beau me faire des très beaux tableaux de ping et compagnie, ça marche pas. Donc jusqu'à ce que finalement il y ait le bon intervenant réseau qui va aller voir aux bons endroits, va constater finalement le serveur est up, le serveur web tourne, mais c'est juste un problème de firewall. Donc il faut juste que la bonne personne aille voir au bon endroit. Et ce qu'on voit aussi, c'est que et ça c'était mis en avant dès Adam Smith donc en 1776, c'est que la surspécialisation à la fin rend les gens en gros des abrutis. À force d'être totalement spécialisé sur un truc qui est tout petit, vous perdez toute autonomie sur le sujet, vous perdez complètement la vue d'ensemble, et à la fin vous êtes juste un abruti quoi quelque part. Vous êtes juste sur une tâche et vous voyez pas le reste. Donc du coup, et donc dès donc le XVIIIe siècle, on dit bon ça, il faudra le compenser par ailleurs, sauf que pour l'instant on n'a pas forcément la solution. Et donc ce que je disais, donc la surspécialisation est plutôt mauvaise pour la santé. Et aujourd'hui, finalement, c'est peut-être un peu l'écueil de nos sociétés aujourd'hui, qui sont vraiment surspécialisées, surtout dans des grands groupes, où donc dans une DSI par exemple, chaque équipe a vraiment son rôle, son petit périmètre, et pour même faire des actions simples, finalement, personne ne voit l'ensemble. Il faut activer chaque équipe pour que chaque équipe fasse son petit morceau de chemin pour répondre à un besoin. Donc aujourd'hui, on a deux choix, grosso modo. Le premier choix, c'est soit on reste, on fait en mode statu quo, donc on a une frustration qui grandit au niveau des équipes, et une efficacité qui stagne ou qui régresse. Ou sinon, on a une solution que je vais appeler donc la partie un process éprouvé est un process contourné. J'aime bien cette phrase. Donc un premier point. Donc en fait, quand j'étais notamment dans l'équipe intégration, c'est de dire, ok, donc ça, moi j'ai un périmètre qui est censé être défini. Pour autant, je vais sortir ma zone de confort. Je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça permet déjà de traiter pas mal de problèmes. Les fonctionnels, à une époque, me disaient oui, les reverse proxy, ça marche pas, c'est nul. C'est pour ça que le site ne marche pas. Donc on l'entend une fois, deux fois, trois fois. Puis à un moment, on fait ok, bon, on va aller voir ces fameux reverse proxy et essayer de voir vraiment ce qu'il en est. Et une fois qu'on analyse ce qu'il y a dedans, on voit que c'est juste un simple passe-plat. Donc du coup, le problème, il n'est pas là-dedans. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement à partir de ses connaissances de départ et de son positionnement, d'aller voir un peu ce qui se passe autour pour essayer de mieux comprendre et pas faire juste ça marche pas, mais d'essayer de faire avancer un peu le public. Quelque part, un peu, donc pour moi, c'est aussi un peu une grande différence que j'ai pu observer entre des développeurs PHP et des développeurs Java. Le développeur PHP, en général, il fait toujours un peu de HTML, un peu de CSS, il bricole autour. Il fait certes du PHP, mais en général, il fait des choses autour. Par contre, le développeur Java, surtout en grande entreprise, il fait que du Java. Il ne fait surtout pas d'interface, il fait rien. Ou alors, il a au mieux, la seule, éventuellement, ce que m'a dit certains collègues, c'est, en gros, je veux bien faire des interfaces, mais il faut que ce soit piloté par quelque chose en Java. Donc, ok, donc c'est une classe Java qui génère une interface automatiquement et magnifique. Sauf que ça, quand on a fait du web public, ça marche juste pas, quoi. C'est juste pas possible. Ça peut marcher éventuellement pour des applis en SI interne et encore. Et c'est un peu, je serais par ce cloisonnement qui s'impose,
en disant bah non, moi je fais pas de Java, enfin je fais que de Java, pardon, je fais surtout pas d'admin système, je regarde surtout pas ce qui se passe ailleurs, qui est nuisible quelque part. Donc c'est une première solution. Donc quand on cherche ailleurs, en fait l'idée c'est de chercher bien sûr et de se faire aider. Donc chercher, c'est donc effectivement vous allez chercher un peu par vous-même sur un sujet donné. Et après, le bon plan, en fait, c'est pas d'aller voir les spécialistes en disant voilà, écoute, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre un peu le sujet donné, et voilà ce que j'en ai compris. Par contre, maintenant, est-ce que tu peux m'aider? Et ce qui est quand même beaucoup mieux que d'aller les voir et de faire ouais, ton truc, ça marche pas. Typiquement, on a eu des sujets où au début, on m'a dit oui, pour telle application, il fallait mettre un module d'authentification et qui s'appuie sur Kerberos, on m'a dit on s'en fiche. Et donc du coup, en allant moi en me documentant, donc je suis allé voir l'éditeur, je dis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fonctionner votre solution. L'éditeur m'a fourni sa réponse, que j'ai essayé de faire déjà moi ce que je pouvais faire à mon niveau. Et ensuite, d'aller voir finalement les équipes qui géraient tout ça et de faire écoute, voilà, moi ce que j'ai compris. Toi, t'en connais sûrement plus que moi sur ce sujet-là. Maintenant, comment on peut avancer ensemble? Et finalement, en faisant un peu ce travail de première analyse et d'essayer de comprendre un peu ce que font les autres, les spécialistes le prennent beaucoup mieux. Donc déjà, on évite le ça marche pas qui bloque déjà toute relation avec n'importe qui. Et eux, du coup, sont aussi ok. Donc on évite de les remettre en cause en disant bah tiens, ouais, de quoi il se mêle, c'est pas son sujet, patati patata. Et du coup, on arrive finalement à trouver un certain équilibre, voire on arrive à se mettre les spécialistes dans la poche pour après, en disant bah, ok, tiens, Nicolas, il a bien cherché son sujet. On sait qu'il a essayé de faire un travail, déjà une première analyse pour essayer de faire avancer le schmilblick. Maintenant, donc, du coup, je prends le temps de l'aider. Et en général, donc, ça marche plutôt pas mal. Sauf que ça, en fait, ça, donc, c'est un peu l'approche que j'ai eue pendant pas mal d'années, de graviter sur les autres sujets connexes pour maîtriser l'ensemble de ma plateforme. Que ce soit donc d'un point de vue système, que ce soit d'un point de vue base de données, que ce soit d'un point de vue à tous les niveaux. Et c'est vrai que du coup, effectivement, travailler sur les intranets, c'est pas mal, parce que du coup, on travaille avec sur l'ensemble des sujets, que ce soit l'annuaire d'entreprise, toute l'infrastructure, donc là-dessus, c'est pas mal. Mais ce fonctionnement, je dirais à un niveau individuel, ça fonctionne pas complètement. Donc un humain reste un humain, et contrairement à des briques de Duplo, je sais pas me multiplier. Donc du coup, même si globalement, en maîtrisant les tenants aboutissants, ça se passe mieux, il y a un moment où moi-même ne suffisent pas pour aller plus loin. Et il y a aussi donc 3 inconvénients avec cette méthode. La première, c'est effectivement, donc on a une tendance un peu aux super-héros. Donc on a des gens qui effectivement maîtrisent l'ensemble de leur périmètre, sont là pour, comme ils maîtrisent bien l'ensemble de leur périmètre, ils peuvent traiter l'ensemble du sujet. Donc ça soit un incident en prod, gérer une évolution, aller voir un VIP pour lui montrer comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Mais du coup, c'est aussi le projet, c'est aussi la partie super dépendance. Puisqu'en fait, en gros, vous êtes enchaîné à une table, et tant qu'on a besoin de vous, du coup, vous restez à cette place-là. Ce qui peut être gênant si vous souhaitez changer d'activité au sein de votre entreprise, ou sinon vous allez vous traîner des casseroles pendant assez longtemps. L'autre dépendance, c'est que vous avez effectivement un poste aux frontières assez floues. Parce qu'on va vous voir intervenir sur de nombreux sujets, et du coup, quelque part, on fait oui, alors Nicolas, qu'est-ce qu'il fait je comprends pas, il fait à la fois des trucs en prod, il fait du déploiement, il fait du développement, il fait de la formation, c'est quoi ce bordel? Et ok, il est là, il bouge plus, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Donc ça, c'est un deuxième écueil qui peut aussi donc bloquer votre mobilité au sein d'entreprise. Et aussi, puisque typiquement, donc en l'occurrence, si ma pomme décide de changer d'affectation, en fait, c'est plus une personne. Avant, on avait une personne qui faisait tout, grosso modo. En fait, il en faut 3 maintenant, puisque maintenant, il faut un administrateur système pour la partie déploiement, il faut un développeur pour la partie développement, et puis il faut un chef de projet, consultant fonctionnel, blablabla, pour tout le reste. Et ça, donc finalement, votre entreprise, elle doit payer 3 profils plutôt qu'un. Donc du coup, c'est vrai que l'entreprise peut être assez contente de vous avoir. Ça peut être séduisant à court terme, mais c'est pas terrible sur le long terme. Le dernier point, qui est plus à un niveau individuel, c'est vous pouvez finalement quelque part vous diluer vous-même. Puisqu'à force vous allez faire des grands écarts entre donc plein de sujets différents, c'est très intéressant, mais il y a un moment où on dit ok, mais j'ai fait 20 000 trucs aujourd'hui, mais au final j'ai pas fait grand chose. Du coup, un des points pour moi dans les enseignements à ce niveau-là, c'est de chercher à maintenir des fondamentaux.
Vous êtes arrivé avec un certain parcours, ok, vous pouvez, du coup, ce que j'ai dit avant, vous pouvez élargir à des sujets connexes, mais il y a un moment, il faut que vous définissiez vos propres fondamentaux. Ces fondamentaux peuvent évoluer d'un projet à un autre, suivant aussi les autres équipes. On peut dire, tiens, j'en sais rien, j'ai un très bon administrateur système, donc je vais pas regarder ce sujet-là, et je vais me focaliser sur autre chose. Mais l'idée pour vous, quand même, c'est de maintenir des fondamentaux. Ils peuvent évoluer, mais en tout cas, il faut quand même vous garder un cœur d'activité pour pas trop vous diluer. Il y a eu notamment un article partagé par David la semaine dernière, je crois, sur le full stack employee, où effectivement, aujourd'hui, le but certains voient dans le full stack employee la personne qui est expert en tout, qui sait tout faire, ainsi de suite. Mon propos aujourd'hui, il n'est pas d'en arriver là. Je pense que c'est pas possible. Vous pouvez avoir le but pour moi aujourd'hui, c'est de dire vous avez des fondamentaux que vous avez choisis plus ou moins. Et éventuellement, vous pouvez avoir un vernis sur d'autres sujets qui peut être suffisant pour faire travailler avec d'autres équipes ou faire avoir une vision plus globale du système. Mais vous pouvez pas être expert en tout. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, ça c'est à peu près, on va dire mon statut aujourd'hui. Le point maintenant pour moi aujourd'hui, c'est de dire, ok, maintenant, si mon échelle individuelle ne suffit pas, comment est-ce que je peux introduire ce côté généraliste un petit peu au niveau de mon équipe? Ça peut être donc à la base, le premier point à faire avant de dire j'ai une entreprise, j'ai que des généralistes chez moi, ou etc. C'est juste déjà de dire j'ouvre les fenêtres finalement entre les équipes, leur permettre de discuter et sortir un peu de ce cloisonnement que mon organisation impose. Ça peut être également donc au sein d'une équipe d'essayer de faire progresser les gens. Ça peut être donc soit des meet-up internes, soit ce que j'ai pu faire à une époque où je gérais une équipe de développement web, c'est dire tiens, une fois par mois à la réunion de service, plutôt que d'aborder les points les bugs, les machins, les bidules, on va essayer de trouver un sujet que chaque développeur qu'un membre de l'équipe va présenter. Et ainsi, du coup, chacun, au niveau de l'équipe, progresse petit à petit sur l'ensemble du périmètre. Et on réduit, du coup, un peu la dépendance à la personne dont je parlais au début. Et puis aussi, chacun peut dire, tiens, on peut avoir des retours des autres équipes, et globalement, l'équipe progresse. Un autre point qui est possible, donc là, dans une approche plus méthodologique, ça va être de dire, ok, je vais essayer de faire ça de façon plus structurée. Aujourd'hui, donc on va retrouver donc tout ce qui est lié à l'agilité, donc qui est plutôt dans la partie BusDev de ce slide. Et pour gagner en flexibilité, donc c'est donc les fonctionnels et les développeurs qui vont travailler ensemble de façon plus proche pour avoir une meilleure appréhension du projet. Et on retrouve effectivement la partie DevOps, donc entre les équipes de développement et opération, donc pareil, pour mieux travailler sur un sujet. Et l'idée, effectivement, que ce soit que finalement ces trois sphères se rencontrent pour que de A à Z au sein de votre projet, l'ensemble des informations soient partagées et que les personnes puissent évoluer. Et donc du coup, chacun en fait va, en fonction de sa position, va descendre ou remonter sur la chaîne de valeur de votre projet et avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision globale de ce qui se passe. Un point qui est aujourd'hui encore plus structuré aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle donc autour des feature teams, qui peut être une solution. Et je trouve qu'aujourd'hui, une bonne, je sais pas si c'est la solution ultime, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Donc, c'est notamment implémenté chez Spotify. Il y a plein de documents, il y a plein de documentation en ligne à ce sujet-là. Donc, l'idée aujourd'hui, en fait, on a un premier niveau qui va être les tribus. Chaque tribu, en fait, est responsable d'un pan de votre application. Donc, par exemple, ici, donc j'ai deux tribus. Je vais dire ma tribu de gauche, c'est la tribu qui va être en charge de la couche de présentation de mon application. Et la tribu de droite, la couche, toute la partie back-end. Au sein de chaque tribu, je vais me retrouver avec des squads. Chaque squad, en fait, est une équipe autonome qui possède l'ensemble des ressources, qui est donc indépendante des autres, pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Donc on peut imaginer, par exemple, si je prends ma tribu couche de présentation, j'ai une équipe qui va gérer la version desktop de mon site, une autre qui va gérer la version iOS, la version iPad, et ainsi de suite. Mais chaque équipe est autonome pour réaliser son action. Il n'y a pas de dépendance vis-à-vis d'équipes tierces. Donc, pour autant, on a besoin de... Donc même si chaque squad est autonome, on a quand même besoin de garantir un certain niveau global au niveau de l'organisation. Donc pour ça, au sein d'une tribu, il y a la partie chapter, donc c'est des rassemblements de personnes qui ont le même profil.
Donc ça peut être, j'en sais rien, il peut y avoir le chapter des architectes, le chapter des testeurs, et ainsi de suite, où chaque personne, donc via des communautés de pratique, finalement, va permettre d'avoir des retours d'expérience sur un sujet donné, donc qui est partagé entre ces personnes. Et on a une échelle qui est un petit peu au-dessus, qui est un guild, qui permet en fait plutôt de rentrer dans la logique d'amélioration continue de l'entreprise, puisqu'en fait, toutes les personnes intéressées par un sujet, quelle que soit leur position, peut travailler dans une guilde. Donc on peut par exemple avoir une guilde sur, mettons, les API REST, où on va avoir des gens du back-end qui vont définir, tiens, voilà moi comment je développe mon API, des gens plutôt front-end qui vont dire, ouais, ok, ton API c'est bien, mais voilà moi comment j'ai besoin de la consommer. Donc ils peuvent du coup définir des contrats d'interface sur les bonnes façons de concevoir une API. Il peut aussi y avoir dans cette guilde des testeurs qui vont dire, bah ouais, mais moi c'est bien, mais votre truc c'est pas mal, mais moi pour tester j'ai besoin d'avoir ça et ça. Et donc du coup, globalement, au niveau de la guilde, on a une partie, donc une amélioration continue sur un sujet donné, au niveau de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc en conclusion, l'idée c'est effectivement de bâtir des ponts. D'arriver en fait à devenir des bâtisseurs de ponts. L'idée étant de s'appuyer, donc pour moi les piliers étant donc des spécialistes, on a besoin d'eux. Le but c'est pas s'en affranchir, mais c'est pas d'avoir juste des piliers, parce que c'est un pilier pour aller d'une rive à une autre d'un endroit, ça sert à rien. L'idée après c'est d'avoir donc un ou des généralistes, comme vous voulez, qui donc fassent les traverses de cette qui relient donc du coup chaque pilier. Et du coup, donc, pour emmener donc, vos projets donc, d'un point A à un point B. Et voilà. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Bonjour. Quelle différence tu fais entre le chef de projet et le généraliste finalement ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense que ça peut être la même personne. C'est même mieux, je pense aujourd'hui. Enfin, moi, effectivement, d'expérience. Quand je suis sorti d'école, j'avais pas forcément d'expérience en PHP, donc j'ai effectivement cherché à aspirer les connaissances de mes développeurs, et après, chaque fois que j'ai rencontré comme j'aime pas ne pas savoir, c'est vrai que dès que j'ai un sujet qui gratte, je creuse. Donc, ça peut être le chef de projet. C'est historiquement comme ça que j'ai commencé. Après, nous, par exemple, si je reprends notre cellule d'intégration, c'est l'organisation qui veut ça finalement. Si on a une personne qui n'est pas le chef de projet ni technique ni fonctionnel, mais qui est une tierce personne finalement, dont le rôle est finalement d'amener chaque équipe jusqu'à ce que le projet soit déployé en production. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être le plus naturel ou le plus évident, c'est le chef de projet. Mais pour autant, c'est pas forcément cette personne-là. Ça peut être aussi éventuellement un architecte qui pourrait très bien avoir une vision globale du système. Après, tout dépend de votre organisation. Merci.